Bon, ben, bienvenue à vous toutes et tous, chercheurs, chercheuses de tous les secteurs, artistes, gens du milieu culturel, du communautaire, du privé, de la région. Merci d'être présents à ce colloque que j'ai eu le plaisir d'organiser avec mon ami Jean-Pierre Vidal, collègue, conseiller stratégique, feu roulant d'idées et de créativité, le Roland Barthes des FRQ, comme je me plais à le dire, pour parler de pratiques de recherche à l'interface de plusieurs disciplines de croisement inusité, de recherche qui déménagent, qui prennent le risque de se placer hors cadre, bref, de la recherche de rupture sous toutes ses coutures. Merci aussi à Chicoutimi, magnifique royaume, qui accueillera le temps d'une journée une grande messe sur la recherche hors piste et à l'ACFAS, ce formidable rassemblement scientifique, multidisciplinaire et interétablissement de l'espace francophone où chercheurs, chercheuses et étudiantes représentent leurs plus récents travaux et débattent de questions d'actualité. Ici, des enjeux propres à la conjugaison d'approches et du risque d'abandonner ses propres habitus disciplinaires et d'oser toutes les ruptures pour mieux rebondir, sinon faire advenir quelque chose de nouveau. Cette audace, les FRQ l'ont provoquée avec son tout premier programme pilote et vous en découvrirez aujourd'hui quelques manifestations. Je commencerai par une boutade d'un grand rhétoricien français, le général de Gaulle, qui disait une formule très drôle sur laquelle je vais broder un peu. Il disait, en tant que chef d'État, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et c'est effectivement ce que le FRQ a essayé de faire, mais je raffinerai un peu sa formule. Je dirais que ce qu'on cherche surtout, c'est des chercheurs qui cherchent vraiment, c'est-à-dire qui cherchent de façon dynamique, qui cherchent en allant au-delà de leurs premières hypothèses et au-delà de leurs vérifications. Parce que nous savons tous que le système universitaire a tendance, malgré nous, malgré lui, même peut-être à se scléroser, et qu'il arrive que des recherches ronronnent finalement. Donc cherchent, mais un peu par habitude. C'est ce que disait De Gaulle d'ailleurs, des chercheurs qui cherchent, c'est des gens qui sont dans la routine habituelle. Alors que ce qu'on cherche, c'est des chercheurs qui cherchent vraiment et qui, à la limite, trouvent à tous les niveaux de ce qui représente la recherche fondamentalement, que ce soit en sciences et en arts, de quelque façon qu'on découpe la recherche. Je crois qu'on peut s'entendre sur le fait qu'en changeant peut-être les termes, en les adaptant, si l'on veut, pour être plus précis, mais on peut dire qu'il y a une partie théorique, il y a une partie méthode, et il y a une partie effet, ou retombée, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais il y a ces espèces de trois temps. Et je crois que ce que l'on essaye de faire avec un programme comme Audace, c'est de réinsuffler un certain dynamisme dans chacun des trois temps. Et il est bien prévu dans le programme que vous pouvez vous montrer innovant au niveau méthodologique, comme vous pouvez le faire au point de vue théorique. Ici, notre objectif est à la fois de respecter ce processus d'académisation, mais en ne le respectant pas aussi, c'est-à-dire en étant un peu hors piste. Et on a mis en place deux laboratoires, un laboratoire qui s'appelle ENSAD Lab, qui est plutôt spécialisé sur les relations art, design et sciences, et un laboratoire SACRE, sciences, art, création, recherche, qui regroupe l'ensemble des doctorants qu'on recrute par le biais de nos écoles d'art et de l'ENS. Et on a là en fait un laboratoire totalement transverse qui intègre d'ailleurs des artistes non docteurs, ce qui est une bataille auprès de notre ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche, qui nous a aidés pour construire ce laboratoire et avoir à la fois des artistes chercheurs, artistes docteurs, mais aussi des artistes créateurs, qui sont aussi des chercheurs, mais qui ne sont pas des docteurs. Ça peut paraître un peu banal de le dire, mais en France, la labellisation des laboratoires a des incidences très très fortes sur notamment le financement des recherches. Quelques exemples rapides que je ne vais pas détailler. On a par exemple Anna Saint-Pierre, qui est une doctorante qui travaille dans le cadre d'une collaboration avec les entreprises dans une agence d'architecture sur la question du renouvellement des déchets. On a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas très longtemps d'Oussama Moubarak, qui lui a mis en place du côté des sciences, de l'ingénieur des sciences de l'informatique, des outils d'interactivité avec des publics nombreux. Là, on voit en fait une plateforme qui est utilisée sur téléphone mobile. On voit quelques utilisateurs, mais on peut étendre en fait ce dispositif à quelques centaines ou quelques milliers d'interacteurs. Et on favorise aussi ces jeunes chercheurs en sciences expérimentales pour développer des outils dédiés à la création. Je pense que
le savoir, c'est quelque chose d'extrêmement furtif et temporaire. Et c'est quelque chose aussi de subjectif. On pense savoir. Et après ça, quand on y revient, un an plus tard, ou d'un autre point de vue, on se dit, mais non, finalement, je ne savais pas. Parce que là, la vraie affaire, c'est que... Et le savoir, donc, il est toujours en construction et en changement. Et le savoir, c'est comme un état qu'on dit, ouais, OK, on le sait. Il y a des choses qu'on sait qui ne changent pas. Et encore, par la science même, on sait que ça va finir par changer. Et une façon de changer, c'est de s'ouvrir à la perspective de l'autre. Et c'est quasiment de l'interculturel. Hein? C'est quasiment comme essayer d'apprendre une autre culture. Et donc, quand une personne en sciences humaines apprend à réellement intérioriser qu'est-ce que ça veut dire d'être biologiquement vivant, ça ne peut pas ne pas changer la façon dont elle regarde, oui, elle regarde l'être humain, qui est un être vivant. Et un biologiste du comportement comme moi, qui soudainement se rend compte que la culture, qui est une création, pas nécessairement arbitraire, a autant de déterminisme qui m'échappe que la biologie elle-même et les gènes, ça change complètement ma façon de voir l'humain aussi. Et ça, c'est l'intersectoriel et c'est le savoir transitoire, mais plus complet. Et il y a certainement à s'ouvrir à d'autres aussi. Donc le savoir, et vous avez raison, il ne faut pas le discipliner. Au contraire, il faut le laisser gambader, courir et nous amener à des endroits qu'on ne pensait pas aller. On va en avoir d'autres parce qu'on veut que ce soit un programme annuel, le programme Audace. On va probablement développer des partenariats à l'intérieur du programme Audace, des partenariats avec d'autres organisations au Québec et au Canada, mais j'aimerais bien aussi à l'international, éventuellement faire des ponts dans le cadre de ce programme-là avec des collègues à l'international. Mais pour que ça marche, deux conditions essentielles pour moi. Première, que les organismes subventionnaires et les universités, pour inclure les collèges, doivent changer un peu leur façon de faire en termes d'évaluation par les pairs, en termes de promotion à l'intérieur d'une université. Il faut valoriser davantage ce type de recherche qui amène des maillages entre différentes disciplines. C'est pas simple, on le sait tous, mais plusieurs d'entre vous avez réussi à le faire, donc vous êtes un peu des modèles pour nous. Et probablement qu'à l'intérieur de ces programmes Audace, il va y avoir des étudiants à différents niveaux. Et c'est vraiment avec ces jeunes-là, j'espère qu'on va être capable de bâtir quelque chose qui est un peu différent du modèle actuel et qu'eux vont mettre de la pression sur les organisations, les modèles qui existent présentement pour dire qu'on doit aller plus loin. Qu'est-ce que l'innovation incrémentale? Il y a deux types majeurs d'innovation. L'innovation incrémentale, ça consiste à prendre une discipline, un processus ou une technologie et capitaliser là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle le dilemme de l'innovateur. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez, en fonction du temps, la performance ou la qualité d'une discipline, d'une technologie ou d'un processus. Au début, il est toujours difficile d'en tirer quelque chose. Ça prend une compréhension, ça prend des outils, ça prend un recrutement. Au bout d'un moment, on est capable d'en tirer le meilleur. La plupart des obstacles ont été réglés. Et puis, c'est là qu'on récupère le meilleur de cette technologie avant d'atteindre un plateau, une limite physique où ça devient contre-productif, où il faut mettre énormément d'efforts, d'amour et d'argent pour être capable d'aller chercher quelque chose de finalement assez modeste. L'innovation disruptive, en revanche, c'est quoi? C'est toujours d'avoir une discipline en référence, parce que effectivement, l'enseignement, la formation se fait souvent au travers de disciplines, tout simplement parce que c'est plus facile à organiser. L'innovation disruptive, c'est de penser qu'il y a quelque chose d'autre, à un moment donné, dans le temps, qui va apparaître. Et puis, dans le cas du téléphone cellulaire, c'est l'iPhone qui est apparu. Ça consiste, l'innovation disruptive, à explorer ces zones-là, à essayer d'anticiper d'autres manières de penser, d'autres choses, et puis d'essayer de voir ce que ça peut nous apporter et d'imaginer que ça va nous amener plus loin derrière. Je voudrais insister sur quelque chose. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière d'innover. Les deux sont utiles. À nouveau, souvenez-vous, chez Ubisoft, nous avons ce double impératif.
Et ce côté réaliste, on doit tous l'avoir. On doit assurer un financement, on doit assurer des revenus et on doit rendre des comptes à la société de manière plus générale. Donc on doit être capable de montrer des choses d'une manière régulière. Ce qui ne nous empêche pas de nous organiser pour être capable d'explorer des terrains qui sont beaucoup plus inconnus. Ça prend du courage pour se poser la question « Pourquoi renoncer à une discipline ?» Si j'ai bâti ma carrière pendant 10 ou 20 ans sur un sujet, que je suis reconnu comme l'expert de tel sujet, pourquoi est-ce que j'abandonnerais ça pour redevenir un débutant, quelque part? Et ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Mais pour nous, je pense que pour être créatif, il faut prendre le temps pour réfléchir, pour développer davantage les idées dans un environnement propice, loin des courriels, loin d'activités habituelles des chercheurs. Et alors, c'est un environnement propice à l'innovation qui implique les chercheurs seniors et les juniors. Honnêtement, on pense que c'est la combinaison des forces des seniors et des juniors qui est le formule gagnant. Il faut saisir des activités et créer d'autres opportunités de réseautage. La structure du CRIR, à l'époque, facilitait, comme Eva a mentionné, une retraite qui était organisée pour discuter de projets stratégiques innovants. C'était presque obligatoire que nos membres chercheurs assistent à ça. Il faut être prêt à partager ces idées aussi. Pour Audace, on a organisé une activité remue-manège pour nos chercheurs et c'est ça, il faut être non compétitif pendant cette activité-là, mais on a quand même réussi à faire subventionner 3 projets. Il faut trouver les bons partenaires au bon moment et établir une relation de confiance. Il faut bien comprendre les besoins de nos partenaires et se mettre dans leur peau puis avoir leur perspective et vraiment comprendre what's in it for them. Mais en tant que directrice scientifique, les chercheurs, ce qui nous emballe, c'est que nos chercheurs ont commencé à penser et faire autrement. Des chercheurs qui étaient vraiment du côté biomédical ont commencé à faire de focus group, s'intéressent à la vie des personnes, des usagers, commencent à faire des études qu'ils n'auraient jamais pensé à faire avant. D'ailleurs, proposer des projets au programme Audace. Un maillage d'intégration et une brisure des silos extraordinaire. Pour nous, à part le côté sociétal et l'impact pour les personnes avec déficience physique, nous dirons que ceci est le meilleur livrable de ce projet. C'est fait avec la Travi allemande. Donc, l'idée, c'est faire la recherche par le design. Donc, produire d'une part la connaissance et produire aussi l'innovation. Donc, je vais faire cette danse-là entre recherche et design pour la recherche. Et l'idée, c'était de faire la réalité virtuelle dessinée. Donc, bref, les outils informatiques sont très précis. On a vu des choses très photoréalistes, mais il manque d'ambiguïté, d'imprécision. Il manque ces conversations réflexives et les utilisateurs vont se focuser sur l'outil. Et si vous montrez cela à un client, celui à votre gauche, c'est déjà construit. Donc, ils disent, mais je n'ai même pas participé. Tandis qu'à côté, vous voyez, donc, avec une réalité virtuelle dessinée, on pourrait faire un processus un petit peu plus riche au niveau créatif. Donc, si je vous montre quelques exemples à l'époque de la réalité virtuelle dessinée, donc, on voyait que les gens pouvaient dessiner avec une perspective sphérique à l'intérieur d'un dôme. Et en 2007, on a proposé un système qui s'appelait le Hybrid Ideation Space, un système qui avait une entrée virtuelle, donc avec un contenu virtuel et un contenu réel avec des maquettes physiques, et une projection inspirée par Lou Cruikshank avec les panoscopes et Burke avec les planétariums. Et ça fait un outil qui a existé de 2007 à 2014 et que vous voyez ici, donc on était capable de dessiner, de marier la réalité virtuelle avec les dessins et dessiner à l'échelle devant nous. Ça, c'est vieux de 2007. Et vous voyez donc
en dessinant avec une perspective normale, on pouvait, au lieu d'être tout petit, on était immergé dans cet sketch, dans ce travail ambigu, abstrait, très porteur pour la créativité. Un petit truc symbolique. J'ai l'impression qu'avant, on voyait beaucoup le milieu de recherche comme un terreau, le chercheur, quelqu'un de solide qui a une formation académique, qui est bien, voilà, qui sait où il s'en va, et puis il a un projet de recherche qui fait converger tout ça et qui va après se déployer en produits de recherche, en communication, en publication, en production scientifique. Moi, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression que le chercheur, au contraire, se nourrit à différentes... c'est pas seulement notre formation académique, ça va être notre engagement bénévole, notre vie personnelle, nos intérêts, et ça, on ne le prend pas assez en compte. C'est aussi des compétences qu'on acquiert. Comme le monsieur ce matin qui disait, voilà, on fait de la neuroscience, mais peut-être qu'à côté de ça, c'est un grand guitariste, et que c'est une compétence qu'il va pouvoir utiliser avec ses participants dans une recherche ou autre. Donc le projet de recherche, pour le coup, ça, c'est un tronc. C'est quelque chose de précis qu'on veut étudier, et le milieu de recherche va être peut-être ce qui va favoriser la croissance de ce projet en donnant des conditions favorables. Et on a quand même les productions qui se retrouvent là. En fait, c'est ça un peu qui est compliqué aussi en recherche-action, c'est qu'on doit produire des connaissances qui sont à la fois génériques, qui puissent être en tout cas diffusées, puis réutilisées par d'autres chercheurs, mais aussi contextualisées. Donc ça nous amène à reconnaître la légitimité de différents types de savoirs, donc pas seulement des savoirs de chercheurs, d'intellectuels, mais si on va sur le terrain, de prendre en compte les professionnels, les gens qui ont des savoirs peut-être plus pratiques. Et puis donc, il y a toute cette question de la non-linéarité de la recherche-action qui s'oppose à la linéarité des parcours scolaires, académiques et de financement. Alors, parce que c'est ça, cette boucle de rétroaction, en fait, en recherche-action, on a un plan, on a une idée, un cadre conceptuel, on agit, puis là, on réajuste, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, donc on va adopter une autre méthodologie peut-être pour... Donc c'est pour ça que je parlais de polyphonie méthodologique, c'est parce qu'on ne peut pas partir avec un plan cadré d'avance. Si on veut vraiment faire de la recherche, et pour le coup des chercheurs qui cherchent réellement, il faut qu'on soit dans aussi être... je pense que d'être une artiste, parce que je suis aussi une artiste, ça me donne cet avantage de pouvoir envisager ma recherche selon des angles parfois surprenants pour les autres, ou en tout cas par l'intuition plus que par la rationalité parfois. Et ce qui me semble important, j'en parlais à midi, pour moi la recherche c'est aussi de l'intuition. C'est quelque chose qu'on en met beaucoup de côté, mais il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par intuition de chercheurs. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ancré dans quelque chose de solide et de cognitif, mais il y a un moment donné, il y a aussi d'autres choses qui parlent. Et dans le milieu académique, on n'a pas forcément l'occasion de développer tous nos savoir-faire, nos savoir-être surtout. Et ça, on peut le faire par d'autres biais. C'est pour ça que je fais l'apologie du chercheur non linéaire, non spécialiste. C'est le bodysuit score. Il s'agit essentiellement d'un costume que le musicien porte, fait à la main sur mesure dans les Access Labs à Concordia, chercheur Joanne Berzowska. Un costume brodé de fils conducteurs qui relient tous les modules. Voilà. Cousus dans la combinaison sont 66 petits moteurs vibrants qui peuvent être activés individuellement. Quand ils bourdonnent, le joueur ressent une petite vibration localisée. La partition est transmise au musicien par l'intermédiaire de séquences de vibrations qui se déplacent sur la peau. Nous appelons ces modèles tactons. Tout comme l'architecture du concert bourgeois a entraîné un changement de paradigme dans la façon dont la musique était imaginée, interprétée et écoutée, le bodysuit score, si vous voulez, est une nouvelle architecture spatiale, mobile et immatérielle pour la musique. Elle a le potentiel de pousser la création musicale, l'écoute de la musique et les rôles sociaux de la musique vers une nouvelle praxis qui ne peut pas encore être discernée, peut-être même pas encore aperçue. À travers ces étapes-là, ce que j'ai voulu démontrer, c'est vraiment l'importance de considérer l'interdisciplinarité à travers chacune des étapes de développement et non en séquence, en fait. Bien évidemment, ça vient associé avec certains défis. On en a parlé depuis ce matin, des défis de vocabulaire. On parlait de court terme. Moi, mon exemple typique, c'est plutôt un outil de mesure valide, qui n'a pas du tout la même connotation pour un ingénieur que pour un clinicien. Quand on est imbriqué comme ça, quand nos deux sources se nourrissent l'une l'autre, l'ingénierie et la santé, c'est difficile de savoir les rôles et les connaissances, où est-ce que le rôle de l'ingénieur commence, où est-ce que celui du clinicien ou du chercheur en santé commence. Et ça me vient à me dire finalement que
l'interdisciplinarité, pour moi, c'est plus qu'un arrimage de connaissances ou d'expertise, c'est vraiment un arrimage de culture. Et c'est bien beau tout ça, donc je vais juste conclure là-dessus. Pour quelqu'un comme moi, je pense que la nature interdisciplinaire de ces travaux-là, c'est ce qui fait leur intérêt, c'est ce qui nourrit ma passion. Mais malgré les initiatives des projets interdisciplinaires en recherche que je salue, il demeure pas le moins que pour quelqu'un qui fait un choix de faire un parcours comme ça en recherche et d'aller se former en recherche interdisciplinaire, on fait aussi le choix de se poser dans une position très précaire. Parce que constamment, en tant que nouveau ou chercheur, j'essaie de me positionner comme nouveau chercheur, je suis en début de carrière, je me fais constamment dire que je suis trop génie pour la santé et trop santé pour le génie. Donc, il faut vraiment adresser ça. Puis pour l'instant, on me demande en fait de faire le chemin inverse et d'adopter une attitude caméléon. On a parlé des défis au niveau des universités. Bien, il faut que je réussisse à me camper soit en génie, soit en santé. Donc, je fais le chemin inverse de ce que je viens de faire dans les 5 dernières années. Mais pour moi, ça ne change pas que je demeure convaincue, je continue à pousser, à promouvoir le fait que, pour moi, la recherche translationnelle pour l'évaluation de la mobilité, c'est non seulement une façon de faire vivre l'intersectorialité, mais c'est une façon de maximiser les retombées. Sœur de lien, moi, ce que je fais, j'appelle ça, je vous amène un nouveau terme ici, de la paradisciplinarité. La paradisciplinarité comme étant le couteau suisse, donc le touche-à-tout, l'homme à tout faire de la recherche, qui, en fait, a une formation double ou triple. Certaines personnes ont même des formations triples et vont servir à faire des entremetteurs en différents domaines qui ne parlent pas nécessairement le même langage. Donc, bien sûr, je dis souvent que la racine para ici ne fait pas référence à para comme une sous-discipline, comme la parapsychologie ou la parascience. J'utilise paradisciplinarité comme étant deux disciplines menées en parallèle, l'une par rapport à l'autre, ou encore, ce que je dis aussi souvent, c'est que j'ai été parachuté dans le domaine des arts venant du domaine des sciences, mais l'inverse pourrait aussi être vrai. Donc, le chercheur paradisciplinaire, je l'associe souvent au rôle de médiateur qui sert donc à faire des liens entre des personnes qui souvent n'ont pas le même discours, n'ont pas les mêmes objectifs de recherche, n'ont pas les mêmes méthodologies de recherche, n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes façons d'évaluer le succès. On parlait de métriques dans la présentation précédente. Comment on évalue le succès dans une discipline versus une autre, ce n'est pas nécessairement la même. Donc, ces paradisciplinaires-là, chercheurs paradisciplinaires, sont des médiateurs, des intercesseurs, on pourrait dire aussi, voire même, c'est le terme qu'on utilise souvent, celui de traducteur. Et la métaphore que je répète ad nauseam, c'est que l'espéranto a échoué, c'était une belle utopie. On ne peut pas penser mettre autour d'une table des chercheurs qui vont avoir un langage unique, ça ne fonctionne pas. Par contre, on peut former des individus qui parlent plusieurs langages. Pensez aux enfants qui sont bilingues, voire trilingues. Ils sont capables de switcher d'un à l'autre sans jamais se poser de questions dans une même phrase. Bien, le but du chercheur paradisciplinaire, c'est peut-être de traduire des concepts qu'un domaine, par exemple en santé, ne comprendra pas pour le génie et vice-versa. Et peut-être ce qui est encore plus complexe entre les artistes et les scientifiques. On considère toujours qu'être assis entre deux chaises, c'est une situation qui est inconfortable. Moi, j'adore être assis entre deux chaises, donc j'aime mieux avoir un petit couteau et un petit bistouri plutôt qu'avoir un gros couteau, un gros bistouri qui ne servent qu'à faire que ça. Donc, le jour où on va reconnaître que les individus qui, effectivement, ont des formations, on a parlé de slashers précédemment, ceux qui ont des formations multiples et qui sont capables rapidement de passer un à l'autre, plutôt que de dire « Ouais, mais tu n'es pas un expert dans ce domaine-là, donc tu vas à une assemblée de scientifiques, puis là, ben, finalement, ça fait 15 ans que tu n'as pas publié dans ce domaine-là, donc tu n'as aucune crédibilité ou dans un autre domaine. » Bien, moi, je pense que le regroupement qu'on fait ici, avec tous des gens qui ont certainement cette sensibilité-là, bien, c'est déjà le premier jalon du chemin, ou la première brique de nouvel édifice. Et je pense que les jeunes sont déjà comme ça. Les jeunes sont déjà polytypiques, ils sont tous des slashers, ils savent qu'ils n'auront pas la même carrière toute leur vie, ils font plein de choses. Et puis bon, il faut simplement qu'on reconnaisse cette pluralité des connaissances et des savoirs sans hiérarchiser. Mais la question pour moi, c'est comment faire ça?
Parmi d'autres, comme par exemple, comment attirer, encourager les soumissions de demandes de subventions dans ce domaine et comment, la question la plus importante pour moi, c'est comment évaluer ce genre de soumission. Ça, c'est la question très pragmatique pour nous, les gens de l'argent, au fédéral. Tout d'abord, vous avez peut-être compris aujourd'hui pourquoi j'ai le meilleur job au Québec. Vraiment d'être toujours entre deux chaises, ou je dirais peut-être entre trois chaises, toujours dans des positions un peu inconfortables, mais tellement plus stimulantes que lorsque notre petite place est faite et on peut dire pour les 25 prochaines années, on va continuer dans les mêmes directions. Donc vraiment, tous les jours, des discussions du côté de la santé, du côté du génie, des mathématiques, des sciences sociales, des sciences humaines, de l'art, de la culture, et le melting pot de tout ça, de mélanger tout ça pour essayer de sortir de quelque chose d'encore plus excitant, plus intéressant pour nous tous. Alors, ce qu'on a vu finalement aujourd'hui, c'est qu'on a vu casser la rigidité des silos et que ça serait remplacé d'une certaine façon par la mobilité. Au début, j'aurais dit le mouvement, puis plus on avançait, plus je me disais, c'est vraiment la mobilité et des personnes et des idées. Donc, ça nous donne la mobilité aussi, la capacité dans cette mobilité-là de reconnaître les enjeux, de consolider les objets, ni plus ni moins, ou de reconnaître le partage des objets, de créer des rencontres. On parle d'équipe, mais la proto-équipe, c'est tout de même la rencontre, de se retrouver dans des processus qui se contaminent et donc se réinventent, de lancer des méthodes. J'ai déjà cru, il y a à peu près 5-6 ans, que la première innovation en recherche serait de nature méthodologique. On est rendu ailleurs, mais quand même, on constate à quel point la souplesse et la plasticité des méthodes et des chercheurs qui les emploient est sur la première ligne. Évidemment aussi, l'invention des outils. Chaque personne ici s'est trouvée à réinventer sa méthode 100 fois, à retracer son parcours 100 fois et à réinventer ses outils sans cesse. Et ça, je trouvais extrêmement intéressant et je pense que c'est typique de ce qui, en fait, c'est ce qui décrirait le colloque d'aujourd'hui. Ce qui, je dis c'est typique, alors que justement, on est dans quelque chose qui est parfaitement atypique.